Voilà, si vous arrivez avec cette séquence pour la dernière rediffusion du talk show, notamment sur YouTube, d'ailleurs, n'hésitez pas à revisionner les précédentes, puisque là, vous êtes actuellement, donc pour ceux qui regardent la rediffusion sur la dernière, on va parler des meilleures suites, des meilleures nouveautés, un peu en mode libre antenne. Voilà, discutons simplement de ce qui nous a marqué pendant cette année. Mon très cher ami Thérault, toi, de ton côté, c'est quoi tes plus belles découvertes de 2025 Mes plus belles découvertes de 2025. Alors, la première qui me vient en tête, que c'est une vraie découverte, car je suis maudit d'adorer le manga, et donc quand un animé sort, généralement je l'ai déjà vu et j'en ai déjà entendu parler, même déjà je connais l'histoire. Mais par contre, un truc que j'avais pas du tout sur mon radar, c'est Anne Shirley. J'ai démarré ça carrément tout de suite. On l'a pas beaucoup nommé, si je me trompe pas, carrément. Mais... Un meilleur opening. Nommé opening? Oui. Yes. Très joli l'opening. Super. Et j'ai voté pour lui, je pense, je sais plus. Mais en tout cas, c'était ma vraie découverte dans le sens où j'en avais déjà entendu parler parce qu'il y a un vieil animé de ça, mais c'est une adaptation d'un livre qui est canadien, nord-américain du coup moins, qui se passe donc sur une fille qui est très frivole, avec un imaginaire assez débordant, et qui se retrouve un peu confrontée à la vie, dans une histoire un petit peu romantique dans le sens naturel, émotionnel du terme, pas nécessairement de la romance, quoi, genre. Et ça, c'est très... J'ai beaucoup aimé la réal là-dessus, j'ai plus le nom, hélas, ça m'échappe, des gens qui l'ont fait, mais il y a une vraie douceur ainsi qu'un vrai dynamisme dans le setting là-dedans. C'est une œuvre qui est très d'époque, assez vintage, donc qui te transporte. J'avoue que il y a un moment où je ne faisais que regarder Anne Shirley. C'était mon animé de la semaine. Et après, j'ai rattrapé d'autres trucs, mais c'était vraiment le truc que j'ai réussi à avoir cette petite dose de douceur, quoi, qui m'a vraiment fait plaisir. Quand tu as décrit, on aurait dit Don Quichotte, en mode un imaginaire débordant. Ouais. Mais là, c'est plus c'est sans le côté fou. Non, mais Ouais. je rigole, mais Bien sûr. très intéressant. Des avis qui ont été mitigés parce que je voyais Mimi qui était en train de me faire des grands gestes en mode mais qu'est-ce qu'il raconte, si Mimi était sur ce plateau, ça aurait déballé. Aussi. En vrai, la difficulté du jury, c'est que en vrai, tout le monde a un peu ses petits favoris. Ouais. Bien Il sûr. faut qu'on arrive à concilier les avis de tout le monde. C'est jamais facile. Parce que, tu vois, après, je vais pas te mentir, tu m'as dit lequel est le premier, c'est le premier de ma liste. Moi, j'ai une liste en entière avec des trucs à dire. Mais Et on respecte. Bien sûr. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'ici, s'il n'a pas fait l'unanimité, on a quand même d'autres animés où on était plus ou moins d'accord. Parce qu'on parle du jury, c'est clair qu'il y a des fois où c'est très compliqué de trancher. On ressort avec une sélection de 3-4 animés où on est sûr qu'ils vont figurer dans la sélection. Et puis, on est tous à débattre. Ouais, je pense que celui-là, il doit être dedans. Celui-là, il doit être dedans. Non, je suis pas d'accord. Et quand on est... aujourd'hui, on est une trentaine parmi les membres du jury. Quand on fait des votes Discord, on est 15 autour de la table. C'est sûr que personne ne peut avoir les mêmes avis. Mais c'est ça qui est super intéressant. C'est aussi d'avoir des animés qui y figurent systématiquement, comme par exemple du My Dress Up Darling dans les meilleures suites. C'est vrai que il y a Eric et... Non, mais je reconnais la qualité. Vous avez genre, ah ouais, non, pas du tout. Je savais pas, Pas sérieux. du tout, Non, ça mais me ça me surprend pas. malaise. Venant de Kerry, évidemment. En fait. C'était tellement revenu en mode oui, My Dress Up, oui, c'est trop bien, vas-y, on va le mettre. Il n'y a pas de débat, quoi. Non, mais après, pour le coup, genre jamais je m'opposerai. En fait, je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, vous m'avez jamais entendu dire que j'aimais pas, parce que je vais pas m'opposer. Genre, c'est un très bel animé, très bien réalisé. C'est une belle adaptation de son œuvre, franchement, bravo. Moi, je trouve ça chouette que ça parle de cosplay. Tout le reste me zéhef, voilà. Pas de principe avec l'animé. C'est plus l'impression que C'est pas, ça te c'est parle même pas à un pas le niveau principe. fondamental. C'est moi, quoi. je suis malaisée, quoi. Genre, je suis devant ça et je suis dans un malaise. C'est ça qui est dur avec le jury, c'est je qu'en ferme, fait, quoi. on a tous notre subjectivité, les trucs qu'on aime et qu'on n'aime pas. Et il faut essayer de le mettre de côté pour se dire, vas-y, je suis le plus objectif possible. Et en vrai, ça, pour le coup, objectivement, c'est un peu mieux et tout. Mais oui, c'est sûr qu'en vrai, on Oui, a voilà. le droit d'aimer ou de pas aimer ce qu'on veut. Mais bravo, Non. bien sûr, Mais à c'est My vrai que Dress c'est Up bizarre. Darling. Je vais dire, on respecte la subjectivité de chacun, mais la tech est désastreuse. Mais je suis toujours là pour les techs désastreuses. Moi, tous les ans, j'en ai au moins 3. Il faut. Mais on en a tous. Mais de ton côté, justement, t'as pas forcément aimé la suite de My Dress Up Darling, t'aimes pas forcément My Dress Up Darling tout court, mais t'as d'autres animés, notamment de la romance, Ranma par exemple, que t'avais bien kiffé. Ah, et non. T'as pas kiffé Ranma? Elle voulait parler de Ranma, Non, pas J'adore positif. ce plateau. J'adore ce plateau. C'est Elle génial. m'a dit tout à l'heure, j'ai envie de parler de Alors- Ranma. Je dis, oh bah ok, Non, mais, t'as kiffé Ranma, let's go, Eh ben, parce parle-en. que j'ai kiffé la saison 1, franchement, je Ok. connaissais pas. En plus, c'est même pas de la nostalgie, franchement, je connaissais de nom, Ranma, mais j'ai jamais regardé, outre mesure. Et j'ai trouvé ça vachement chouette, ça s'est fait énormément respecter, c'est très joli, c'est très bien rythmé. Franchement, chaque épisode, je le découvre avec grand plaisir, très bon doublage et tout. Et donc, la saison 2, ça s'essouffle, mais alors, c'est le même épisode en boucle. Genre, je crois que je me suis arrêtée au 5e parce que...
Ah, Mais pas non, d'accord, non, pas mais- d'accord. Non, moi j'ai trouvé ça bien du début à la fin. Après, oui, c'est pas l'anime du siècle, mais la prod est pas mal. J'ai regardé en VF d'ailleurs, la VF est très bien. Exceptionnel. Mais oui, après, je suis d'accord. Enfin, je défendrai pas ça à corps et âme, Oui, voilà. mais moi je trouvais ça bien. Après, Mais il n'y a pas, ouais. là c'est une vraie question, moi personnellement j'ai vu le début, j'ai pas vraiment continué. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème au niveau peut-être de l'humour qui s'essouffle un petit peu parce que c'est un peu ancien et c'est un peu Ça répétitif dépend, ça dépend. dans l'humour qui est présenté dans l'animé? En fait, c'est comme ça que je l'ai vécu, ouais. C'est-à-dire que ça a passé dans les années 90 parce que c'était comme ça enfin, il y avait beaucoup d'œuvres en fait qui étaient comme ça, très épisodiques où c'est tout le temps le même trope, un peu situation de base. Oh, il y a quelqu'un qui lance un défi à Ranma pour essayer de gagner le cœur de Akane ou l'inverse. Et du coup, il y a un truc complètement rocambolesque avec un défi où on fait le concours des nouilles, où on court, enfin, je sais pas. Mhm. Et à la fin, voilà, au final, ils n'arrivent pas à se dire qu'ils s'aiment. Enfin, voilà, c'est un peu ce trope-là qui est hyper épisodique et qui marche bien, je suppose, sur des diffusions TV, voilà. À l'époque aussi, ça se faisait beaucoup, ça se fait beaucoup moins à l'heure actuelle. Et je pense que c'est ça, en soi, ça en fait pas une mauvaise œuvre et c'est une bonne adaptation quand même. Juste, je trouve la saison 1, Ouais. oui, mais là. Perso, j'ai préféré la nouvelle adaptation de Urusei Yatsura pour les œuvres Ce de que j'allais Rumiko dire Takahashi. aussi, Qui, oui, je suis d'accord que c'est mieux peut-être réadapté. J'ai vu aucun des originaux, donc je saurais pas dire, mais j'ai l'impression qu'en tout cas en termes de rythme et d'humour, c'est peut-être mieux rythmé. Mais bon, Ranma, ça reste agréable à regarder, mais en vrai, je suis un peu Kiri sur le fait que c'est assez répétitif. Pour rester un peu dans les animés de romance, moi il y avait un truc que je trouvais que c'était intéressant d'y revenir et je vais laisser Paco en parler, mais c'était sur Kaguya-sama. Parce qu'en fait, on a eu des trucs Kaguya-sama cette année. Hein. Voilà, moi j'étais pas Voilà. au courant avant il y a 2-3 jours. Mais ça c'est un fait truc 2 de heures dingue. là, et ils nous ont dit comment ça, il y a une suite à Kaguya-sama, pourquoi personne n'est au courant? Mais c'est une folie, vraiment. Finalement, ça parle de quoi? Enfin, c'est quoi? C'est des OAV, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est un genre de mini-film qui fait 53 minutes, du coup on reste sur un moyen métrage, si je dis pas de bêtises, et on explore vraiment la relation entre les deux personnages principaux, que moi j'ai vraiment aimé, parce qu'il y a vraiment une séquence qui m'a fait vraiment bien rire, j'étais vraiment, genre j'ai arrêté le truc, genre pendant 10 minutes, j'ai fait vraiment que marrer, parce que genre vraiment, vous avez une séquence où genre, il vous fait toute une réflexion sur oui, c'est vraiment important de se poser, etc., prendre son temps dans l'amour, et il y a tout qui part en couille. Et genre, il tourne sur sa chaise. il fait, Littéralement. Vraiment. Et il est là en mode non, c'est pas bon, etc. Et vraiment, c'est du coup un step-up dans leur vie d'adulte, puisqu'on n'est plus vraiment dans la période du lycée, c'est un peu perçu comme une rétrospective, parce que dès le début, ils sont en adulte et ils disent et tout, comment dire ça, carnet de souvenirs, tac, on retourne dans ce souvenir-là et on revient du coup à l'instant T après. Et franchement, d'ailleurs, quand je l'ai dit à Yanis, il m'a fait ah bon, Kaguya-sama, je fais ouais. Et c'est passé inaperçu parce que je crois que ça a été diffusé comme ça par Crunchyroll d'un coup. Et il n'y avait pas forcément eu beaucoup de communication, peut-être une. Au même titre qu'on a eu du coup l'OAV ou le spécial pardon de Undead Unlock qui est passé totalement inaperçu. Et je tiens encore une fois Disney Plus responsable de ça. Voilà, la communication. Première nouvelle, hein. Bah, Vraiment, voilà. ouais, c'est- Un couteau a été trouvé dans la cuisine. En même temps, c'est tellement pas les seuls. Il y a ce côté, il y a Princess Principal Crown Handler 4 qui est sorti. C'est terrible, là, vraiment, c'est et incroyable. C'est Princess Principal, génial, putain. vraiment, le nombre de trucs génial que vous manquez juste parce que les gens ils ont les droits, ne savent pas vous le donner. J'en fais des cauchemars la nuit. Enfin, il y a des trucs tellement bien qui sont pas si cachés que ça, mais juste personne sait bien les marketer et donc on les voit pas. C'est terrible, c'est terrible. Franchement, je suis complètement d'accord. C'est vraiment des trucs qui passent sous les radars parce que malheureusement, les plateformes n'en font pas assez la pub. Et c'est dans ce cas-là où sur les réseaux sociaux, c'est vraiment genre les fanbases qui font la promo. Et c'est comme ça qu'on peut mettre en avant des séries qui sont. Je reprends l'exemple de Disney Plus parce qu'ils ont malheureusement pas forcément la chance de mettre leurs œuvres en avant. Mais c'est des trucs où vraiment, là, c'est les communes, par exemple, pour Médaliste, il n'y a pas eu de promo. Heureusement qu'il y a des gens qui font la promo de la saison 1. D'ailleurs, foncez voir la saison 2 qui est là. Mais quel actuellement. pic! Eh oui. Et voilà, ça fait que du coup, vous avez des fanbases du coup, qui sont obligés de se mettre en avant en disant regardez, c'est enfin disponible. C'est vrai que. Mais- Pardon, vas-y. C'est un des meilleurs animés de sport qu'on ait eu depuis des années, je pense, en plus. Genre, Il est c'est fou qu'on très, ne très soit cool. pas aussi. Et bon, Pour le coup, beaucoup de gens en ont parlé. En vrai, je pense que les gens l'ont vu et ont propagé un petit peu la bonne parole. En tout cas, parmi nos votants, il a été pas mal plébiscité. Donc ça, c'est cool en vrai. Même plus globalement, je trouve que j'avais pas du tout entendu parler de Médaliste. Il était complètement passé sous mon radar lorsqu'il est sorti durant la saison. Et c'est ça, c'était sur Internet. Je vois passer Ouais. des clips. Et je suis en mode ah oui, ah non, c'est une bonne 3D, c'est des belles séquences d'animation. Ah, mais tiens, ça a l'air intéressant. Et il y a eu un vrai. Enfin,
absolument pas la plateforme officielle ou n'importe quel canal qui possède les droits ne m'a donné envie d'aller regarder ce truc-là. C'est vraiment un travail de fans de réseaux sociaux qui ont réussi à... Ouais, en vrai, tu regardes la note de Médaliste, elle a bien remonté sur ma liste juste après. Il y a aussi même... Enfin, alors qu'au début, c'était parti pour être un truc oublié en même pas en une demi-saison, quoi. Genre. Et en fait, c'est presque aux fans de faire le travail de certains publicateurs. Mais enfin bref. Mais ce qui est stratosphérique, c'est que autant, tu vois, on parlait de Princess Principal, qui est déjà un animé un peu niche de base, ils te sortent des films après, une série de films, ça passe sous les radars, mais Kaguya-sama, enfin, on parle quand même des plus grosses romances de ces dernières années, qui est sorti au ciné chez nous. Enfin, comment c'est possible de ne pas être au courant, même quand tu es fan d'animé, parce qu'on l'a découvert alors qu'on suit tous les trucs. Enfin, genre chaque saison, moi j'ai mon suit idée. les bails. C'est qu'il y a Oshinoko qui sort en même temps et ils se sont dit 2 œuvres du même mangaka, on va pas vraiment faire la pub pour tout en même temps. Du coup, ils ont dit tiens, on va mettre Oshinoko en avant. Alors que holy shit, 2 cakes, quoi. Mais bon. Puis à choisir Kaguya-sama, c'est quand même un cran au-dessus. Allez, on le retente des Après, têtes. l'adaptation de Shinoko est vraiment bien. Ah, c'est trop bien. Non, mais je me Alors que régale. l'adaptation de Kaguya-sama, le choix qu'ils font en réadaptant, en rushant tout, je suis vraiment pas Les deux d'accord. sont Ouais, profitons de ces deux mots. Voilà, c'est ça, on profite. Vraiment, c'est Holy vrai. shit, 2 cakes. Exceptionnel. Pour revenir sur Médaliste, c'est vrai que là, et je pense que Mimi sera d'accord avec moi, parce que en fait, je la vois, là, elle est juste en face de, de moi, c'est assez rigolo. Mais je l'ai rattrapé pour en discuter sur les talks. Franchement, c'est dans mon top 3 de l'année. Genre, je trouve ça exceptionnel. La relation entre Tsukasa et Inori, son évolution dans le monde du patinage, tous ces messages très shonen qui sont avancés, toujours en ayant des bons personnages à côté, des side characters qui sont super intéressants et qui aident au développement des persos. Et le personnage de Tsukasa est vraiment incroyable. Et puis derrière, tu as des musiques cool, ça patine bien. Comme tu disais, il y a une bonne animation, il y a de la bonne CGI. Non, vraiment, l'animé a tout pour lui. Et c'est cool que finalement, en fin d'année, on en parle plus qu'au début, j'ai l'impression. En même temps, il y a la saison 2. Parce qu'il y a la saison 2, mais parce que aussi tu as toutes les personnes qui ont pu le voir finalement pendant l'année et enfin en parler en disant les gars, en fait, on est passé à côté de ça. Et je sais pas comment j'ai pu passer une année sans regarder Médaliste parce que c'est un des meilleurs animés de cette année. En vrai de vrai, je crois qu'on est d'accord avec Paco. On s'est regardé, je descends du bateau. Moi, la CGI, j'étais vraiment pas fan pour le la, moment. la 3D, en vrai, elle est critiquable. Pour le coup, en fait, elle fait bien le taf de, comme on a dit avec Hyakuemu sur un autre aspect, mais en mode vraiment reproduire les mouvements. Ça fait que tu as ce sentiment très athlétique du patinage artistique, pardon. Et donc, non, c'est pour ça que je pense que c'était un meilleur choix de faire ça que de la 2D. Maintenant, ça reste de la 3D enfin. Bah c'est ok, puis c'est pas Ouais, stratosphérique, mais c'est bien. J'entends, Genre, je suis très fan de la caméra. Je trouve qu'ils sont très forts dans les mouvements de caméra aussi. Ouais, pour le coup, la Ils réalisation, savent, elle est surtout bonne. sur un petit Ouais. animé de 13 épisodes comme ça, qui pourrait, et qui est pas fait avec un gigantesque budget un temps comme ça, avec les ressources qu'ils ont, la 3D leur permet de faire des vrais mouvements, des séquences bien dynamiques en termes de réalisation. Et donc je peux carrément leur pardonner un peu les modèles quoi, genre. Oui, Mais oui, ça oui. vraiment c'est sympa. Ils Ouais, ont fait bien du sûr, bon travail bien avec ce qu'il est, je trouve. Et tout à l'heure, en coulisses, j'étais justement en train de me plaindre, de me dire il y a des trucs avec des scénarios, on s'en fout, et c'est sublime, et c'est des belles réals, et il y a des trucs comme Médaliste où c'est là, et ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, et je me dis Ouais, après, mettez les gens de Ouais. Jijika sur Médaliste plutôt, on mangera mieux. Elle a dit explicitement Encore mettez une Bosso take. dessus. Voilà, je précise. franchement, Mais c'est vrai que la CGI, pour en revenir du coup aux séquences par exemple de séquences où ils dansent, du coup, enfin où ils font leur séquence entre guillemets de patinage artistique, je trouve que par rapport à l'aspect du patinage artistique qui doit être vraiment rapide, séquentiel et vraiment dans un certain rythme, je trouve vraiment que la CGI ça casse le truc parce que c'est saccadé d'une certaine manière. Ça reste quand même beau sur certains plans, mais je trouve que c'est variable. Il y a Moi, des je plans pense qui que sont certains. je pense que c'est un meilleur shot que la 2D quand même dans tous les cas. Ouais. Oui, Bah, je pense c'est aussi. impossible en 2D, C'est pas que de la, c'est pas de la CGI, c'est un peu des deux. dans Yuri on Ice, je sais plus s'ils faisaient ça. Ah, Oui, il y avait CGI. ça aussi. CGI Mais c'était aussi, moins hein. visible, je trouve, sur Yuri on Ice. que Il y a là, plus ça de se 2D. voit. Il y avait des- J'ai adoré, mais dans Yuri on Ice, il y avait quand même des scènes bien. C'était un peu crispy, quoi. Hein. Ils ont Ouais. fait ce qu'ils pouvaient eux aussi, voilà, mais force à eux. Maintenant, ça date quand même aussi c'était 2016 aussi, je Et pense oui. que ça a un peu Et oui. évolué, Rendez-nous Yuri on Ice dans le chat. Des Non, premiers mais- de Mappa quand même. C'était bien Ouais. avant. C'est une Ouais, À la carrière, régie aussi, quoi. ça s'excite Ils tout le monde nous, de ont, Yuri on Ice. ils nous ont promis un film qu'on n'aura d'ailleurs jamais. Hein. Mais non, Donc, cancel. du sang sur Mappa. On a eu Heated Rivalry à la place, bien sûr, même si c'est pas un animé. Pour revenir également à un peu d'autres univers, moi, il y a un truc que je voulais aborder particulièrement avec Tero, C'est moi. parce qu'on a un peu parlé en off tout à l'heure. Il y a un court-métrage qui est Réel. sorti cette année. Et je trouve intéressant d'en parler pour tout ce que ça évoque. C'est un court-métrage qui s'appelle Ban. Bah non, ouais. Ban, qui a été fait par Gigguk, qui est un YouTuber américain.
qui a des millions d'abonnés aujourd'hui, peut-être une des plus grandes figures dans le YouTube anime. C'est rigolo parce qu'on western. avait Victor qui est anciennement de Retech sur le plateau juste C'est avant, vrai, qui ça. a démarré en faisant des adaptations françaises des animés en X minutes de Gigguk. Et c'est comme ça que lui a été connu à l'international et même globalement chez lui. On le connaît surtout aujourd'hui comme le mec qui fait Trash Taste. C'est un très gros podcast, c'est le premier podcast qui parle d'animé aux US. Et c'est très bien d'ailleurs, je vous le recommande. Et en soi, donc c'est un gros fan d'animé qui continue de parler d'animation sur sa chaîne de manière toujours assez pertinente. Donc c'est grand public qui fait des animés, un concept qu'on a aussi repris chez nous avec les animés de saison. Animé une minute, hein, Ouais, c'est une ça. saison, une minute. Ouais. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que le gars a de fait un grand budget et surtout avec les contacts qu'il a amassés grâce à sa carrière et l'aura qu'il a. Et du coup, il a fait son propre OAV qui est un peu, j'ai l'impression, une première dans le milieu des créateurs de contenu sur Internet. Pas une première. Il y avait un mec qui s'appelait Mystic Chronexia il y a super longtemps qui avait fait un truc comme ça, mais c'était un échec cuisant, on n'en parle pas. Mais là, ce qui est vraiment intéressant, et ce que je te disais en backstage juste avant, c'est que je trouve que si c'est un mouvement qui prend, à savoir on a des créateurs et des gens avec pas mal de moyens sur Internet maintenant qui font des projets créatifs. On parle par exemple de la K-Corp qui a demandé une grosse séquence d'animation pour un petit peu donner de la hype. Ils ont eu des animateurs qui ont bossé sur des animés, des animateurs occidentaux aussi. Et finalement, on voit l'animation, les hype moments, l'aura repris par des créateurs. Et peut-être que dans 10 ans, ce sera quelque chose de beaucoup plus normalisé. Et je pense que Ban est si ça se concrétise ce que je dis, il sera vraiment un animé pivot. Il y a aussi un youtubeur qui s'appelle Tero qui a fait de l'animation sur sa chaîne dans une vidéo très cool, mais ouais, avec une séquence complètement animée. Donc bien sûr, bien. C'est ça. Et humblement, je m'inclus dans cette tendance où, genre, c'est vrai qu'il y a un petit 8 mois maintenant, on a sorti un truc sur la chaîne avec une séquence complètement animée, donc sur du Yu-Gi-Oh! Le reste est d'animation un petit peu plus composite. Sur on a sué sang et larmes. Thierry a travaillé dessus, en plus, c'est vrai, de fou. Bien sûr, oui, c'est sang et larmes, vraiment. Un mois complet de découper des cartes Yu-Gi-Oh! Il y a de la passion dans le projet, tu vois. Vraiment. Mais globalement, en fait, ce que je trouve vraiment bien avec Ban, et c'est pour ça que ça me parle aussi personnellement, parce que je me place moi-même dans cette démarche, c'est que on est des créateurs de contenu sur Internet, mais on a grandi, on est des adultes, on commence à avoir des entreprises, des gens derrière nous, on est très professionnels, et finalement, on s'engage nous aussi dans ce domaine de l'animation, et peut-être que on peut avoir notre influence, apporter notre patte. Bon, je dis on, mais très humblement, bien sûr. Et peut-être que cette initiative de Gigguk, elle donne de l'espoir et elle donne une autre perspective de qu'est-ce que pourrait être l'animation japonaise. Et je suis très intéressé de voir où est-ce que ça ira, tout ça, quoi. Donc, allez voir Ban, c'est sur YouTube et c'est gratuit. Oui, c'est sur YouTube, c'est gratuit. Et au-delà de la qualité de l'anime, etc., il y a quand même eu des bonnes réceptions. Et c'est vrai que grâce, comme on disait, au contact et aux moyens, il y a des personnes quand même assez renommées qui bossent sur son œuvre. C'est pas des no-names. Voilà, Kevin Penkin, qui est compositeur des OST, notamment de Made in Abyss, par exemple, pour ne citer qu'elle. Et puis même, globalement, pardon, je reviens là-dessus, c'est vrai que c'est aussi intéressant que c'est pas un animé de merde. C'est vraiment intéressant il raconte une histoire qui est un peu cryptique, il est très symbolique dans une vingtaine de minutes. Et donc tu sens que c'est un truc que tu peux analyser. Et surtout, ça parle un petit peu, c'est une sorte d'isekai. En fait, tu sens que c'est un animé de critique d'un mec qui a une vision dont c'est le travail de parler d'animation et d'analyser des animés. Et il dit, bon, ok, moi qui ai la vision et la connaissance de ces clichés-là, comment est-ce que je peux les détourner? Et c'est cool de voir en effet un mec qui a cette connaissance théorique de l'animation et de ses codes, pouvoir s'allier avec des gens de qualité pour faire quelque chose comme ça, quoi. Moi, je pose la question sur l'aspect visuel quand même. J'ai trouvé ça correct, mais sans plus. Non, c'est sûr. Ouais. Et je pense qu'il y a un peu cette barrière. Et en vrai, on voit à quel point l'animation japonaise, c'est compliqué aussi. C'est que je pense qu'il y a vraiment de la difficulté dans pas forcément les coûts, mais vraiment la planification du travail et le nombre de gens disponibles d'animation japonaise aujourd'hui, c'est très compliqué. Il y a de moins en moins d'animateurs disponibles parce que c'est un métier qui est très compliqué, c'est un métier passion et les gens sont mal payés en tout cas pour la plupart des gens qui bossent dans le milieu et il y a de plus en plus de productions qui sortent chaque année, donc en fait il y a une pénurie un petit peu de staff et je pense que on le voit dans la production de Gigguk qui je pense a eu des moyens suffisants et donc qui a sûrement pêché d'un point de vue de staff disponible, de planification, je sais pas exactement, mais
tout cas, ça montre que ça reste très compliqué de faire de l'animation japonaise aujourd'hui, et ça met encore plus en avant les animés qui font des trucs ultra qualitatifs avec ce qui est possible de faire aujourd'hui et les gens disponibles sur le marché, quoi. C'est vraiment très bien de voir un peu cette différence, et en vrai, c'est comme tu as dit, ça crée un précédent. Et donc, on espère qu'il y en aura de plus en plus comme ça dans le futur, et ce serait trop cool. Oui, ça peut être un déclencheur quand même assez intéressant. Comme je disais, au-delà de parler de la qualité, c'est vrai qu'il peut être discutable, mais il y a quand même des gros noms dessus, et surtout, voilà, ça reste OK+. Moi, je trouve que c'est... Oui, et l'histoire est intéressante. Enfin, surtout la vision derrière est sympa, et ça prouve que n'importe qui peut créer... Enfin, n'importe qui. On peut créer des choses, quoi. J'allais dire, genre, c'est pas le manga de chez Futaku. En vrai, je l'ai pas lu. Mais en vrai, je l'ai pas lu. Ah ouais, je parle sans l'avoir lu. Mais... En plus, je tombe bien, il y a un drame qui est tombé dessus hier. Ah, ok, bon alors, quel autre animé t'as vu, Kaozen? C'est fou J'en ça! parle Ah, Attendez, mais merci de me donner la parole, Ouais. Théromique, parce que moi, j'ai beaucoup apprécié un animé qui s'appelle Rurirox, qui parle de ouais. minéralogie. Les cailloux. Les cailloux, donnez du buzz, s'il vous plaît, aux cailloux, c'est incroyable. En fait, l'animé m'a tellement fait kiffer qu'actuellement, je suis en train de jouer sur le fait que je peux aller tourner une vidéo potentiellement dans un cabinet de minéralogie. Voilà, je veux aller visiter un cabinet de minéralogie, donc je dis hey, salut l'université de ma ville, vous avez un cabinet, est-ce que je peux venir filmer des trucs chez vous? C'est cool, on peut faire des trucs ensemble. Je veux aller voir des cailloux de moi-même parce que l'animé m'a vraiment intéressé sur le sujet, et en plus de ça, la production est trop bien. En fait, c'est le studio Bind derrière qui... Bind, sorry, l'accent anglais, ciao, so long. Mais qui ont fait Mushoku Tensei. Merci. Mushoku Tensei, qui personnellement voilà, m'avait pas fait kiffer spécialement sur plein de raisons, mais d'un point de vue production, ça reste quand même une prod qui est très stylée. Et là, on a un staff qui travaille sur Rurirox, qui est beaucoup plus calme parce qu'on est sur de la découverte de cailloux, on n'est pas sur des mages qui se tapent des boules de feu dans la tronche. Mais la production est quand même très soignée. On a des beaux chara-acting, on a des beaux chara-design. D'ailleurs, il est nommé dans la catégorie chara-design. On a des bonnes séquences sonores, on a un beau jeu de lumière, surtout vraiment un beau jeu de lumière dans Rurirox. Les 12 épisodes se laissent regarder et franchement, c'est cool, quoi. Je trouve que la Japanimation, ça a toujours été le milieu où tu prends n'importe quel sujet random et par une bonne mise en scène, une bonne réal, des bonnes séquences d'animation, de l'émotion, tu peux kiffer n'importe quoi. Genre, un de mes animés préférés, ça parle de calligraphie, c'est Barakamon. J'en ai rien à foutre de la calligraphie. Voilà. De base, j'en ai rien à foutre des cailloux non plus. Mais franchement, l'animé est suffisamment cool que pour s'y intéresser et pour le kiffer. Donc, pitié, allez voir Rurirox. Voilà, j'ai fini ma propagande de la journée. C'était important. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose sur Rurirox, Non, je vois que ça parle dans le chat de cailloux de Dr Stone, rien à voir. Mais... si on Ouais, a fini mais- sur Rurirox... il va devenir Dr Nozman. Alors, Non, ça parlait de Dr Stone aussi. J'ai pas inventé. ça marche. Non, mais vraiment, Rurirox, voilà, c'est un animé que Ah, j'avais mais super beaucoup, joli. beaucoup apprécié. Voilà, il n'avait pas été forcément nommé dans beaucoup de Il aurait pu catégories. être dans plein, en vrai. Il À aurait chaque pu fois, être, il en était... fait, Quand il a pas été nommé, il était pas loin à chaque fois. Franchement, C'est il... si drôle de voir Kaozen se détruire à l'intérieur. À chaque fois, c'est non, Rurirox n'a Désolé. pas sa place dans cette catégorie. Mais finit- t'inquiète, il la finit suivante 9e. peut-être. Mais vraiment, c'était le 11e dans les openings, je crois. Ouais, Vraiment, il c'est- s'est fait il était couper pas la loin du tête, tout, quoi. ouais. Il s'est fait couper, j'étais vraiment, Horrible. c'est mon meilleur opening de l'année et je l'ai regardé être rayé de la liste, vraiment, en plein débat avec tout le monde. J'étais en mode, juste je peux rien faire, quoi. Mais ça prouve que Yanis et moi, Ouais, c'est une voix parmi tant on a d'autres. nos Voilà. favoris. On a nos En fait, favoris, ça tous les passe membres pas. du jury, chacun ses favoris, comme on a dit tout à l'heure. C'est l'objectivité du jury qui prime. On essaie en tout cas de le Ouais. faire au maximum, quoi. Kaozen a enfin ressenti ce qu'on a ressenti nous quand on a vu que Kamen Rider n'a pas été mentionné. Pour les Voilà. Sur musiques. les endings. Œil pour œil, dent pour dent. Yanis, tu voulais parler de Bref. Kingdom, toi. Ouais. Non, en vrai, plutôt dans ce truc de. Cette année, on a eu vraiment d'excellentes suites de licences connues. Il y a Kingdom, effectivement, mais peut-être pour revenir aussi à Dr. Stone, excellente suite. Voilà, en vrai, on est quasiment à la fin du manga. Il doit rester peut-être 2 arcs. Il reste le dernier cours voilà, qui un sort là dernier en arc. avril. Ah ouais, en un cours, ils vont faire Ouais. toute la fin. Bah, Ok. c'était C'est la ambitieux, dernière un peu. saison qu'ils ont divisé en 3 cours différents. Ok. Il y a eu le premier cours en janvier, deuxième Ok. cours en juillet, du coup, et là, dernier C'est cours. un peu ambitieux, je trouve, mais ok. On verra Avoir ce le que ça rythme donne. après Ouais. le dernier arc. Mais en On tout cas, accueille. ouais, mais en tout cas, très très cool. Je Les mange. 2 cours qui sont sortis cette année étaient vraiment très très bien. Franchement, en fait, l'arc est bien dans son ensemble. Les antagonistes sont très cool à suivre. Toujours cette complexité d'un côté tous les aspects scientifiques et de l'autre tout l'aspect humain de lutter pour la survie de l'humanité. Donc c'est hyper intéressant. Il y avait aussi dans meilleure suite My Hero Academia, la fin de cette licence qui a fait les années depuis 2014, 2016, je sais plus quand ils sont sortis. 2016. Ouais. La saison 1, ça fait 10 ans. Je passais mon bac. Donc, Ouais, voilà. j'étais au lycée, quoi. C'était Oui, si terrifiant. on ouais, était il y a ouais. 10 ans, c'est fou. En quatrième. Voilà. Ah, waouh. Et du coup, une excellente conclusion à cette licence.
voilà, des épisodes trop cool. Enfin, Ouais. franchement, Mignon en a parlé tout à l'heure, elle a pleuré à tous les épisodes. Mais oui, beaucoup d'émotions et c'était une excellente fin. En fait, je trouve il arrive à partir dans quelque chose de qualitatif parce que je trouve les combats finaux du manga sont inadaptables. Pour moi, le dernier combat de Bakugo, les planches, même si je suis en désaccord avec ce qui se passe dans le scénario, chapitre par chapitre, c'est en mode c'est la plus belle œuvre que je lis de ma vie, je chiale, c'est trop beau. Il dessine trop bien. Bien sûr, le mec est un dieu. Et ça, je trouve aussi qu'il est simple. Donc, mais ils sont pas juste en mode storyboard du manga, quoi. Genre, ils ont trouvé leur propre truc. Enfin, ils sortent de cette histoire de ciel bleu horrible. Ils ont réussi à avoir un final avec du climax. J'ai toujours des gros problèmes de scénario avec MHA, je m'en suis jamais caché. Je trouve que l'animé a compris les gros points problématiques de l'épilogue du manga et développe un peu plus. Là, on a un peu plus de temps Je suis d'accord. après le combat final, qui est pas juste genre un chapitre finalement. Et là, on sent que c'est plus genre pour moi la décision finale de Deku de quoi faire avec sa vie. Je trouve ça une aberration et une contradiction totale des thèmes du manga, mais au moins c'est plus compréhensible dans l'animé. Et ça, je fais un peu plus ma réparation avec Ouais, l'œuvre. mais quoi. t'as raison, et surtout que ça n'a pas toujours été le cas dans l'adaptation de MHA. Ouais, non, les c'est vrai. saisons, je crois, de 5 à 7 étaient. Il y a eu un gros drop. Et là, ils ont monté un peu la pente. moyenne, Ouais, c'est mais bien. purement l'adaptation, comment est-ce qu'on décide d'adapter les arcs? Je trouve qu'il y a eu des mauvaises décisions qui ont été Ouais. prises et ça a beaucoup desservi l'animé sur pas mal d'aspects, alors que le manga dans ces arcs-là était vraiment assez puissant et avait de bonnes idées que l'animé n'a pas su retranscrire. Donc, Ouais. c'est d'autant plus louable le fait que la fin a réussi à revenir là-dessus et à, Je crois que c'est à parce que créer des aussi, choses meilleures. peut-être corrige-moi si je me trompe, on avait plus de films aussi. Il y avait plus ce côté tandem compliqué avec film et plus animé en même temps qui mettait un peu Bones l'équipage. Bay, dedans. Bones Des C. spin-off, mais les gens pouvaient se perdre parce que Non, mais il veut dire en termes de studio et de De- staff. Ah, production. visualité, Enfin, Bones oui. A, Bones B, Bones C, qui je bosse sur pense. quoi Après, je crois que c'est après ça du coup qu'ils ont créé Bones Film, si je dis pas de Ouais, bêtises. mais quel team? C'est la Bones C? Je sais même pas quel team c'est. Je crois que les films Ouais. c'est peut-être B. Ok. J'ai peur de Enfin, dire des bêtises. Alors, je En En pense tout que cas, c'est- on a l'impression Un qu'ils sont- partage du staff. Ouais. oui. Ils sont sortis de ce tandem compliqué qu'ils ont eu pendant un bon moment, qui, je pense, explique une partie du drop de la saison dans le troisième tiers. Quoi, Ça, il genre, faudrait c'est demander à Ito si t'es ici dans le chat. Ouais. Envoie un petit pavé pour expliquer. Moi, c'est pour Mais ça, ouais. moi, après la saison 5, je vais pas dire que j'ai drop parce que c'est pas vrai, j'ai tout vu, mais c'est juste que je trouvais de moins en moins d'intérêt pour moi à regarder MHA parce que je n'arrivais pas que je me retrouvais pas dedans, mais juste que je trouvais de moins en moins cette flamme qui m'avait fait commencer genre en 2016. Et là, avec la saison 8, ça a été revigoré d'un coup. J'ai vraiment aimé, que ce soit les premiers épisodes ou les combats et tout. Alors oui, après, pour rejoindre Tero, c'était un peu compliqué l'approche de la fin des machas. Moi, j'ai pas lu le manga, je m'étais fait un peu spoil, j'étais un peu dégoûté, mais bon, c'est pas grave, la vie continue. Et honnêtement, je trouvais qu'au final, la fin était assez cool par rapport à l'image que je m'en faisais. Et je trouve que de manière générale, ce qu'ils ont pu faire, que ce soit du coup avec la saison finale des machas ou avec la saison 1 de Vigilante, du coup, qui sont deux approches différentes, je trouve ça quand même assez sympa. Si on peut parler de Vigilante, justement, je trouve que c'est une de mes vraiment bonnes surprises de la saison de cette année, finalement. T'as lu le manga ou pas? J'ai lu le manga Day One, et au début, j'étais en mode pas très convaincu, mais plus ça avance, Vigilante, plus ça s'améliore. C'est franchement, allez-y, c'est une des lectures et des visionnages les plus rentables de l'histoire parce que chaque arc est meilleur que le précédent. Il y a juste, c'est comme ça. Et en fait, je trouve qu'il y a des moments où je lisais Vigilante et je lisais MHA parce que ça sortait en même temps et je préférais le chapitre de Vigilante au chapitre de MHA. Et je trouve que vraiment l'animé s'en sort très bien. C'est pas parfait dans le sens. Ok, ouais, bien sûr. Il y a des problèmes, je suis d'accord, notamment je trouve dans une technique là-dedans, mais je trouve que il arrive à retranscrire assez bien le corps de la série. Le cœur de la série, quand je parle français, et qui est surtout la dynamique entre les personnages qui, je trouve, vraiment fonctionne bien. Moi, j'aime beaucoup Knuckle Duster ainsi que les deux autres, et c'est pas parfait, mais j'ai vraiment apprécié de regarder l'animé pour les mêmes raisons que j'ai apprécié lire le manga. Quoi. En fait, je trouve que l'univers de My Hero Academia il est hyper intéressant parce qu'il y a vraiment ce côté législatif de comment est-ce qu'on fonctionne dans un monde avec des gens qui acquièrent des pouvoirs. Et Vigilante prend une approche totalement différente de My Hero Academia, nous complémente de ce fait My Hero Academia. C'est hyper intéressant d'avoir les deux visions et les deux chemins que peuvent prendre les personnes avec qui veulent être des super-héros. Donc ouais, ce côté très vigilant et très, en vrai, slice of life. On vit vraiment dans la vie de gens qui ont des vies relativement ordinaires à la base et qui finalement se retrouvent mêlés à des trucs un peu extraordinaires. Et donc ouais, ça complémente ultra bien le manga My Hero Academia. Et malheureusement, je trouve que l'animé
réussit pas totalement à redonner cette vibe. On se concentre vraiment sur le slice of life et c'est un autre parti pris par rapport à My Hero. Je trouve qu'ils ont repris un peu la vibe My Hero pour essayer d'adapter Vigilante et pour moi ça marche un peu moins bien que le manga personnellement. Après je peux comprendre qu'on kiffe beaucoup et là je vois que la saison 2, beaucoup moins de gens en parlent. Je pense que les gens ont un peu décroché à cause de ça aussi, du fait que l'adaptation elle leur redonne pas vraiment la force de Vigilante sur le manga en tout cas. Mais après, même sur Vigilante, mon truc que j'ai bien kiffé, c'est que par rapport à MHA, du moins la série de base, les couleurs, je trouve, elles sont beaucoup plus vives sur Vigilante. Moi, c'est un truc que j'ai bien kiffé. Du coup, ça donne en tout cas, la colorimétrie est vraiment cool. Mais tu vois, là, pour le coup, la colorimétrie, j'aime bien, mais je trouve que le line art, par exemple. Avec les traits noirs, je trouve ça un peu trop grave. Mais en fait, moi, je trouve que c'est un line art de série d'action, tu vois. C'est de comics, au final. Voilà. C'est un peu, je pense, l'essence de la série aussi. Mais pour un vrai Vigilante qui est plus axé sur le slice of life, je trouve que ça fait un peu too much. Après, c'est des choix artistiques qui sont acceptables et que je pense que des gens aiment bien. Moi, personnellement, ça me touche moins. Après, Slice of Life, pour l'instant, c'est le cas. Vigilante, plus ça va, plus ça part en grosse bagarre, très bien. Le prochain arc dans la saison va être trop cool. Oui, Captain Celebrity, exceptionnel. Voilà quoi. Et encore, et après, c'est encore mieux. Mais il y aura quelques très bons épisodes, ça va être cool. Pour continuer un peu sur les suites, parce qu'on en discutait tout à l'heure, je t'ai demandé ce que tu... Pardon, oui, je suis même pas revenu sur Kingdom, désolé. Non, mais c'est pas grave, parce que je trouve que c'est super intéressant d'entendre ton avis, parce qu'on est déjà à la saison 6, si je dis pas de bêtises. Ouais, saison 6, ouais. Et que surtout, c'est la première fois qu'il est nommé dans nos Anime Awards. Oui. Alors, pas pour l'anime en lui-même, c'est pour l'ending. Pour l'ending. Ouais, qui est exceptionnel. Mais ouais, Kingdom, ça a commencé avec 2 premières saisons qui étaient complètement ratées. Une adaptation pas du tout au niveau du manga. Tout est en CGI de très mauvaise facture. Et donc, beaucoup de gens ont décroché à ce niveau-là. T'as Berserk 2016. Exactement, et c'est très dommage. Quel C'est très dommage parce massacre. que c'est 2 monuments du manga. Et Kingdom, ça. c'est un vrai monument au Japon. En France, ça commence à l'être aussi avec l'importation du manga. Mais ouais, c'est un manga qui est exceptionnel et qui a plein d'aspects extrêmement positifs que peu d'autres œuvres font, que ce soit la façon de dépeindre des batailles avec beaucoup de gens, cette hype constante de tout le temps s'élever au rang de plus en plus haut dans la gestion des hommes, dans les rangs de général. Et donc ouais, c'est l'histoire de l'unification de la Chine, donc c'est vraiment un truc qui est hyper grandiose, et l'animé n'a pas du tout rendu honneur à ça, en tout cas dans les 2 premières saisons. Et depuis la saison 3, il y a une grosse amélioration, il y a eu un changement complet de la direction de l'animé, et ces dernières saisons sont vraiment bonnes, pas en termes de production, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, mais plutôt en termes de réalisation, de compréhension de ce qu'est Kingdom et de ce que Kingdom fait bien, et de l'appliquer à de l'animation avec une bonne réalisation, des musiques qui sont ultra hype, on met en avant les moments phares, et c'est une saison, la saison 6, sur un arc qui est excellent, de conflit entre Shin et Zhao, les deux grosses puissances. Et ouais, franchement, la saison dépeint trop bien tous les moments hype du manga. Et donc, ouais, c'est une saison qui a beaucoup fait parler, qui, sur My Anime List, a été ultra bien notée pendant beaucoup de temps. Et donc, ouais, les fans adorent. Et c'est vrai qu'on aurait pu le mettre dans meilleure suite. En vrai, c'est quand même un anime qui reste relativement niche, entre guillemets, parce que les gens ont raté le train avec les 2 premières saisons très mauvaises. Mais ouais, c'est franchement un animé dont il faut qu'on parle, qui est cool, et dont on a pu nommer l'ending, donc moi ça me fait plaisir. Et ma question, c'est par rapport justement à la qualité visuelle. C'est vrai que moi j'avais vu les toutes premières saisons qui étaient absolument horribles. Quand on regarde l'ending, il est plutôt pas mal. Est-ce qu'il est prankex, comme dirait Random Watcher? Oui, ça a rien à voir avec ce qu'est l'animé. Il y a quand même un glow-up au niveau de l'animé, c'est une l'animation. production 2D classique, rien de... Voilà. Il y a des cheveux en 3D, tout. Enfin, bref, c'est un truc classique, Ouais, faut pas se modéré, laisser berner par voilà. l'ending. L'ending, c'est une vraie proposition artistique. Il y a 2 personnes qui ont fait la plupart des trucs de l'ending, que ce soit le storyboard, l'animation, les couleurs, etc. Donc seulement 2 personnes pour faire ce truc. C'est une vraie proposition artistique qui, en vrai, même il y a des gens qui n'ont pas aimé, donc ça se comprend. Mais ouais, vraie proposition artistique qui a rien à voir avec l'animé, ce qu'animé. Mais très très cool cet ending. Il y a eu des belles propositions aussi artistiques cette année qu'on a vraiment aimées, que ce soit en termes de DA, de réal et d'animation, notamment la saison 3 de One Punch Man. J'adore One Punch Man, je suis trop un fan, j'adore, je suis un fan de diaporama chez mamie dans ma maison d'été, voilà. Quelle tragédie, les gars. Enfin, attendez, on sait ce qui se passe. Moi, je suis terriblement en colère contre toutes les personnes qui insultent les animateurs sur Twitter parce que c'est pas leur faute, quoi, genre. Mais en fait, le souci, c'est que depuis le début, One Punch Man, c'était de l'or sur la saison 1. On a eu des gens qui sont venus, qui ont
pris de leur temps libre presque pour faire cette saison 1, cette pépite dorée. On avait presque un truc qui ressemblait à une inertie qu'on a vue que chez Redline, quelque chose comme ça, quoi. Genre, et en fait, ben oui, évidemment, ça a marché, c'est trop bien. Mais comment est-ce que tu reprends une prod pareille qui est... Le mot désorganisation n'est pas adapté, mais genre comparé au réseau traditionnel de l'animation japonaise, oui, c'est pas du tout dans les mêmes carcans, donc il y a toujours eu cette question de qui reprend le bébé, qui peut tenir la barre. La saison 2, c'était compliqué, et là, clairement, il y avait ni temps, ni organisation, et donc on se retrouve avec même pas un animé qui est pas animé, parce que c'est le cas, il est pas animé, cet animé malheureusement, mais surtout, il y a des erreurs et où tu sens que ça a été fait beaucoup trop vite, avec pas assez de supervision. Genre, il y a un moment, il y a Atomic Samurai, c'est la case du manga exactement, et il manque le haut de ses cheveux, parce que dans la case du manga, bah, le haut de ses cheveux, il est pas. Donc le mec, il a tracé la case du manga, et évidemment, il a pas eu le temps de faire le haut des cheveux d'Atomic Samurai, et des trucs comme ça partout, tout le temps. Et je pense que vraiment, c'est que... Bah, c'est pas un animé, quoi. Genre, c'est une tentative, mais là, c'est... Et force à toutes les personnes qui ont bossé dessus, ça a dû être un calvaire, je pense, de faire ça. Et c'est fou, encore une fois, comme on disait, il y a des choses, des fois, il y a des romances un peu osef où t'es là, c'est joli, c'est juste très très joli, et vraiment personne pour One Punch Man Ouais. qui marcherait si avec un petit peu avec ce qu'il faudrait. Après, bon, encore une fois, force bien sûr aux animateurs. J'imagine que c'est des questions de timing, de mauvaise organisation, de N+1 qui font les plannings n'importe comment, je ne sais pas. Mais ouais, pourquoi du coup on se retrouve avec des prods de ouf sur des trucs bof et à l'inverse il y a des trucs de ouf qui ont des prods mais... Oui, il y a quand même quelques fulgurances, mais c'est vrai que dans la globalité, ouais, c'est pas très bon. Il y a quelques Il fulgurances. y a quand même 2-3 par-ci, épisodes par-là, où ouais. les gens disaient sur Twitter Ouais. quand ça sortait cet épisode-là, il Ouais. est sympa, quoi. Mais c'est vrai que c'était un peu rare. Surtout quand on voyait la qualité du premier épisode, Ouais. tu dis ah Ça waouh, fait ça va peur. pas être. Moi, je ça sais va être dur. Perso, j'ai bien aimé tout ce qui était effet lumineux sur la saison 3, je trouvais ça correct, mais pour parler français, on nous a vraiment pris pour des cons. On a eu vraiment... Ils ont balancé des KV un peu à droite à gauche avec des fiches personnages pendant des mois et des mois. Et on a vraiment eu le premier trailer complet de l'animé 15 jours avant, ou 10 jours, un truc comme ça, mais vraiment pas longtemps avant. Catastrophe de Mais planning. Ouais, vraiment mais catastrophe de c'est qu'ils planification. devaient même pas être finis les épisodes Mais quand il y a je eu le pense trailer. que- Clairement, Je vais pas forcément parler de planification intrinsèque parce que c'est pas forcément ça le sujet. C'est plus, je pense, l'approche qu'ils ont eu vis-à-vis des deadlines en se disant, on a vraiment le temps, alors qu'au final, ils avaient pas le Je temps. sais du pas, tout. franchement, Franchement, tant qu'on n'a c'est- pas les infos internes, c'est dur à dire. Oui, voilà, c'est dur, c'est juste des spéculations. Bah, Pardon, de ce que on m'a dit d'informations de gens qui bossent dans le milieu, c'était surtout qu'en fait, genre, ils avaient pas grand monde pour le faire. Il y a vraiment personne qui voulait reprendre le projet, et donc c'est tombé sur JC Staff. Oui, et les pauvres, pourtant, c'est voilà. Et du coup, ils ont pris la patate chaude et il y avait pas d'équipe quoi. Finalement, ils ont engagé des mecs à droite et à gauche et il y a quand même des gens qui bossent dessus, mais du coup, on sentait que c'est pas un projet de cœur et c'est con parce que honnêtement, on nous aurait fait poireauter 2 ans de plus pour avoir un One Punch Man. Personne ne se serait plaint, je pense. C'est ça la tragédie de ça quoi. Mais en plus de ça, même pour reprendre l'exemple par exemple du Real, j'ai le nom qui m'échappe malheureusement, mais il a pas voulu de base travailler dessus, c'est lui qui a été choisi alors que c'était pas de son propre chef. Il était dégoûté parce qu'il s'est mangé une vague de haine alors que lui il était pour rien en l'occurrence, il a dû carrément désactiver son compte Twitter. Et le truc c'est que les gens l'ont vachement critiqué parce qu'à la base les productions qu'il faisait c'était pas de l'animation qu'on connaît, c'était plus des animés H par exemple. C'était, je pense, majoritairement ce qu'ils faisaient. Et du coup, partant de là, les gens critiquent, sauf que les gens sont pas forcément au courant que allez, la moitié des gens que vous voyez dans l'animation ont tous forcément commencé par là. Donc, ou du moins par un truc similaire. Du moins pour les gens les plus anciens, entre guillemets, parce qu'il fallait bien se lancer d'une certaine manière, que ce soit les réals ou certains Les animateurs. mangaka qui ont commencé comme ça. Bien sûr, ouais, bien sûr. Surtout, enfin, ça montre. Pour moi, toutes les personnes qui pas pour faire l'élitisme, mais genre toutes les personnes qui insultent les gens qui ont bossé sur One Punch Man montrent une méconnaissance du système de comment est-ce que les animés Ouais. fonctionnent et comment est-ce qu'on les crée, quoi. Genre, et je trouve Ouais. que Il faut vraiment Et faire c'est une triste. Bien distinction entre la critique constructive et pure sur le produit fini et la critique sur les personnes qui ont bossé dessus, qui sont souvent pas responsables de la mauvaise qualité. Et voilà, donc il faut vraiment faire cette distinction. On a le droit de critiquer l'anime, il n'y a pas de souci, mais il faut rester sur des critiques constructives et sur le produit en lui-même.
et pas sur les personnes qui vont travailler dessus. Oui, ça rappelle le cas Blue Lock où je crois qu'il y avait des épisodes complets faits par genre Wow. 2 animateurs tout seuls qui avaient genre très peu de temps pour faire et du coup Facile pour les crédits, genre. Il y a pas non, beaucoup- mais il y a pas vraiment, beaucoup à enfin, créditer. ils ont fait comme ils ont pu, quoi. Mais bon, à un moment donné, c'est normal que ça ressemble à un PowerPoint. On peut pas animer 10 minutes comme ça en un mois. Enfin, c'est 10 minutes d'animation, on se rend pas compte de ce que c'est. On ne peut pas faire ça en un mois, c'est pas possible, c'est pas tout seul. Est-ce que je peux engager une transition ou tu voulais dire un truc sur... Non, vas-y, tu peux Ok. engager la transi. Parce que pour le coup, il y a un animé qui a un épisode de solo K animé tout seul par une personne. C'est Clévates dont tu voulais parler, Théromique. La transition des fous. Non, oui, Clévates, c'est un épisode où solo animé par une personne, donc c'est assez impressionnant. Ah ouais Mais c'est vrai que c'est hyper rare et que ça arrive quasiment jamais. en Et vrai, l'épisode dans- est sur comment, Netflix. en fait il est bien ou il est... Il est ok. Il est ok. C'est une belle, c'est intéressant. Écoute, Mariakausen, une anecdote intéressante à super avoir. initiative. Moi, et finalement, le résultat final est un produit secondaire. En fait, moi, je suis un homme d'idées. Ça va. En vrai, ça, franchement, Ça va. c'est ok. En fait, moi, j'aime bien. J'aime bien Clévates. J'ai lu le manga d'abord. Je trouve que le manga est très cool. C'est des animés de fantasy qui sont un peu bonbons. L'idée est marrante. C'est ce côté de genre, et si le roi démon, une des bêtes démoniaques, passait en mode humain pour être en mode MDR, c'est quoi être humain? Et il a une chevalier et un bébé avec lui. Et que se passe-t-il? Voilà, qui peut le savoir? Et tu pars là-dedans. Et en vrai, c'est très sympa. Moi, j'avoue que c'était de temps en temps, on a des bonnes pépites de fantasy qui se démarquent. Genre, on avait eu The Faraway Paladin l'année dernière ou il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Il y a 2 ans, je crois. Ouais, et du coup, on en trouve quelques-uns et il faut les trouver parce qu'ils sont noyés au milieu d'une flopée de The Beginning After the End et des choses très extrêmement fades, pour n'en nommer qu'un seul. Mais c'est ça, je pense que c'est intéressant d'en parler parce que il y a des vraies pépites de fantasy. La fantasy continue d'exister dans ce côté très brut, très premier degré. Et ça, c'est bien. Moi, ça me fait plaisir. Je les cherche activement, ces choses-là, quoi. Pour le coup, là dans le chat, c'est vrai que ça me rappelle un truc, c'est qu'il y a aussi Yaiba qui a un épisode de solo animé par une personne. Mais oui, C'est ton moment, pourtant, Yanis. Yaiba, c'est ton moment. En vrai, j'ai moyen aimé comment l'histoire avançait et le premier cours est sympa et en vrai, ça s'essouffle Il y a assez combien vite. d'épisodes sur... Il y en a Il y a 24. il y a deux 24, cours, ouais. 2 cours Ouais. Mais la prod est exceptionnelle par contre. On Ça- est d'accord je suis qu'on parle bien de Yaiba, qui est un des mangas de l'auteur de Détective Conan, Ouais, mais c'est genre ça, ouais. avant. Ah ouais, donc Oui, c'est oui. vieux, quoi. C'est une Il y a adaptation. ouais, il y a une adaptation récente et la prod est exceptionnelle. C'est vrai qu'il y a eu un épisode Soloka qui est. Pour le coup, lui, il est vraiment joli. Celui de Clévates, il est moyen. On salue la performance, mais c'est vrai qu'il est. C'est intéressant. Ouais, ouais, Et pour le coup, Bravo. celui d'Aiba, il est vraiment impressionnant. Ouais. Nous, on en avait déjà parlé dans la partie animation, mais c'est vrai que Yaiba, il y a un remake qui est vraiment super intéressant parce que ils ont réussi à adapter les chara-design anciens en les conservant, mais en remettant ça au goût du jour. Donc franchement, Yaiba, personnellement, j'ai pas été très très loin, mais en vrai, c'est quand même une production intéressante de l'année qui s'ancre dans tout ce délire de on fait des remakes d'anciens animés. Que peut-être parce qu'ils ont plus d'idées, je Ouais. sais pas. En J'ai- vrai, justement, dans le ça chat, ça peut dit être c'est intéressant. cool les histoires un peu old school comme ça. Ça peut aussi cacher le fait que, oui, effectivement, on n'arrive plus trop à se réinventer et on va chercher les trucs du passé pour recréer des choses, recréer des dynamiques. Ce qui est super con, parce que si tu prenais toutes ces personnes-là qui ont été engagées pour refaire un truc du passé et que tu les mets sur Chainsaw Man, par exemple, sur One Punch Man, pardon, One Punch Man. sur Mais One oui. Punch Man, et là, ça donne un truc qui tient la route, en fait. J'ai Oui, la parfois du prod mal à de comprendre. Ranma, qui pourrait être sur des choses comme médailliste. Ils sont en léthargie, comme ça. Si on pouvait Ils sont se dire super quelque forts. Mais en parlant de prendre des vieux trucs et de les remettre maintenant, Voilà. est-ce que vous avez vu le nouveau Panty and Stocking ou Oui. pas? Oh, que Exceptionnel. oui. Ah, il lance le micro. Il Allez. passe le micro, c'est bon. Le fou de Trigger est de retour. Et ça fait 10 ans. hein, Bonjour, ça fait 10 j'adore ans. Trigger. Moi, c'est un travail chaque année, c'est de dire que Trigger c'est bien et Trigger c'est bien. C'est vrai. En fait, bon, c'est vraiment un animé qui parle de sexualité, d'érotisme, pas de manière la plus subtile possible, mais c'est très cool dans le sens. Oui. Mais même toi, t'y En crois fait, j'ai une pas. copine maintenant et j'ai plus le droit de dire ça premier degré. Je peux plus. Je suis. Bref. C'est du très bon humour graveleux. C'est vraiment très graveleux. C'est vrai, c'est le mot. Mais en Mais c'est vrai, très bon. ça se prend tellement pas au sérieux. C'est toujours très fun. Et en fait, surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est de voir que Trigger s'amuse. C'est des mecs qui. Ça fait 15 ans, quelque chose comme ça, même quasiment 20, j'ai plus quoi, qu'ils ont 15 ans, ouais, c'est ça, qu'ils ont
pas Panty and Stocking parce que les droits leur appartiennent pas, il y a des soucis compliqués. Et là, enfin, ils arrivent à remettre la main dessus et à dire bon, let's go, c'est parti, c'est à nous, on fait ce qu'on veut avec. Et ça repart dans les concepts de Panty and Stocking. Le plaisir, c'est de voir les différents styles d'animation, les différents jeux avec l'image animée. T'as des plans de réelle explosion. Quand il y a quelqu'un qui meurt. Comme ça, c'est ça. Et même en plus maintenant, t'as des trucs de photos, un peu photoréalistes. C'est juste une équipe d'animateurs qui ont décidé de se faire plaisir avec l'héritage de Trigger. T'as une référence à Inferno Cop à un moment comme ça. Et tu plonges dedans, c'est très débile, c'est très graveleux, mais si tu aimes l'image animée, tu vas vraiment y retrouver des trucs que tu trouveras nulle part ailleurs. Et c'est cool, moi j'aime bien, ça fait juste plaisir quoi. Ce que je trouve assez génial, c'est que tout ce qu'on voit dans Panty and Stockings, ça pourrait être une idée survenue par, je sais pas, des mecs bourrés qui ont une idée de merde dans un bar. Et c'est cool parce que c'est exactement ce qui s'est passé. C'est après Tengen Toppa Gurren Lagann. Ils s'étaient retrouvés dans un bar et ils se sont dit, bah, vas-y, on va faire un truc comme Panty and Stocking. Et ça donne ça. Et c'est magnifique, en fait. Vraiment, je trouve ça absolument incroyable. Et ça se voit, c'est ça qui est fou. Et ça se voit, c'est ça qui est bien, en fait. C'est que ça se voit Ouais. que c'est des gens qui se font plaisir sur de l'animation, qui ont envie de dire tout ce qu'ils peuvent pas dire au quotidien. Bah, ils le disent dans leur animé. Et ça passe, quoi. Ouais. Ça marche. Puis en plus, c'est pas la première idée farfelue d'Imaishi. Imaishi a déjà fait en 2004, si je dis pas de bêtises, Dead Leaves ou 2003, qui est Oui. vraiment un moyen métrage, mais qui, quand je vous dis est farfelu, on est vraiment dans la même vague que Panty and Stocking. On parle d'un mec, par exemple, qui à la place des parties génitales a une perceuse et qui est vraiment très très drôle. Moi, j'avais vu ça avec mes potes, j'étais vraiment mort de rire. On reste un peu dans la vanne absurde pas forcément dans cette luxure, mais on reste en tout cas dans un cadre comique un peu en dessous de la ceinture. Basé, mais tellement basé. Tout à fait. Le fait Où que est le t'aies t-shirt mimé la Imaishi, ça perceuse, va le fait que passer et mimer la perceuse, ça va très bien. Après, c'est le même type de perceuse qu'il utilisait dans Gurren Lagann avec Ouais, Simon, ouais, c'est exactement ouais, la même ouais. chose. Mais typiquement, c'est pour trop en revenir à Panty and Stocking, il y a tout le travail sur les key visuels de mi-épisode, là où vous avez des références au cinéma. Donc, on avait vu Fast and Furious, mais sur la fin, vous avez Star Wars, vous avez La 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 Land, Land. vous avez Citizen Kane, vous avez plein de films dont certains Ouais. m'échappent. Mais c'est vraiment, je pense que c'est un truc aussi qui est fait, pas bourré de références pour être bourré de références, mais bourré de références pour faire un peu ouvrir les yeux aux gens en disant tenez, regardez, l'animation c'est ça aussi. C'est pour se faire plaisir en vrai. Ils Oui, font mais des bien fantasmes sûr. parce qu'ils ont kiffé tout simplement. C'est quoi. un truc de kiffeur. Ouais. Voilà. Exactement. On va rester C'est là. très bien dit. Alors, la chose, c'est que Ça là-dessus, sûr. c'est très intéressant, c'est que on a souvent tendance à mettre l'animation japonaise dans une case. C'est très une belle avec des belles bordures et tout, alors qu'en réalité, on est tous dans la même initiative de reproduire du mouvement à travers un écran pour le montrer à des gens. Et finalement, il n'y a pas tant de différence fondamentale entre un animé japonais qu'un film en live action des années 20. Et c'est ça, en fait, je trouve que genre, à mettre trop de barrières, trop de cases, on ferme notre esprit et il y a des liens beaucoup plus larges que tu peux tirer avec plein de trucs. Et Panty and Stocking, c'est une de ces œuvres qui activement brise ces carcans, brise ces barrières pour te rappeler que genre l'animation japonaise c'est bien, et même l'animation et même le cinéma c'est bien plus large, c'est beaucoup plus homogène qu'on pourrait le penser quoi. Ça j'aime bien. Et puis même l'animé en lui-même, il est perçu logiquement comme une grosse critique sur les États-Unis, que ce soit le style qui reprend les super nanas, du coup, en termes de chara design, assez proche. Vous avez toutes les réflexions sur les États-Unis, du coup, vous avez du coup la luxure qu'on voit Ouais. beaucoup, les États-Unis peuvent être aussi perçus un peu comme ça, sur les libertés. Vous avez aussi tout le côté un peu comics. On a toute une référence sur les 4 Fantastiques à un moment donné, qui Bien m'a fait sûr, beaucoup rire aussi. C'est toutes ces références-là qui vous montrent que l'animation, comme tu as dit, il n'y a pas non plus 46 000 façons d'animer et que les idées peuvent parfois se ressembler. C'est surtout pour te montrer que c'est un animé japonais qui se veut américain. Enfin, dans Ça, ma perception de Et puis il y a un discours un peu sur le puritanisme à la fin avec les antagonistes et aussi ce côté de genre ça se prend c'est débile, c'est graveleux, mais ça assume son concept, c'est pas juste là pour être graveleux, ça veut quand même dire quelque chose quoi, genre et c'est pas ça va jusqu'au bout là-dedans et c'est cohérent du début à la fin. Et ça c'est ce qui fait plaisir avec Trigger, c'est qu'ils ont pas peur du cringe. Ils savent faire et ils vont au bout de leur idée, peu importe soit-elle quoi. Ils ont quand même fait un animé où t'as une meuf qui finit à poil à tous les épisodes et se bat avec sa tenue, quand Bien même. sûr, ouais. Le fameux Trop Kill bien. la Kill. C'est trop bien, c'est génial. Je me regarde encore le dernier épisode de Kill la Kill régulièrement pour avoir foi en l'humanité. C'est excellent quoi. Non, mais c'est vrai que finalement, c'était un retour assez inattendu de Panty and Stocking qui nous a vraiment régalé cette année. Dans les autres retours qu'on a pu avoir pour rester toujours un petit peu dans ce cadre de suite,
Pas du tout, par contre, dans la même vibe, puisque on change complètement de registre. Pas forcément parce que c'est négatif, parce qu'on parle pas du tout des mêmes thématiques. Mais on a Spy Family saison 3, dont on n'a quasiment pas parlé en fait cette année. J'ai l'impression qu'il a été fort sous les radars. Mais de ton côté, Kerry, t'as pu le regarder. Qu'est-ce que t'en as pensé? Eh ben tout à fait. Bon, j'avais déjà lu le manga. Alors l'épisode 1, je l'ai regardé. Franchement, ça m'a terrifiée. J'étais là, on dirait que j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire un épisode de Spy X Family et qu'il m'a sorti ce scénario-là. Je me souviens même plus si c'était un chapitre du manga. Genre c'est fou. En fait, ce que vous pouvez imaginer, vous vous imaginez un truc dans votre tête, c'est vraiment ça. Donc je me suis dit mais en fait ouais bon c'est dommage vraiment qu'il soit devenu aussi ennuyeux l'animé de Spy X Family parce que moi j'aimais beaucoup. Et par contre tout le reste. Donc à partir de l'épisode 2, eh ben, c'est des petits arcs en fait. Il y a plein de petits arcs super chouettes qui sont adaptés. Et franchement, moi, c'est ma saison préférée, je pense, de Spy X Family. On rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. Bon, sans trop rentrer dans le vif du sujet, ça le fait jamais dans Spy X Family non plus. Mais quand même, on y est un peu plus. On a, sans trop spoiler, le passé de Lloyd, qui est vraiment... voilà, en plus, c'est pas long. C'est vraiment 2-3 petits épisodes où vraiment on passe un super moment. Et après, c'est enchaîné par un peu des trucs qui ajoutent un petit peu au plot petit à petit. Vraiment, en fait, c'est bien plus... Enfin, c'était très divertissant et j'étais vraiment étonnée de voir des clips passer sur Twitter parce que le rythme était bon, l'animation était bonne, vraiment, le doublage était bon. Vraiment, c'était un sans faute de Spy X Family. Mais bizarrement, ça a fait moins de bruit que la saison 2 que j'avais pourtant trouvée plus ennuyeuse, quoi. Et le chat est assez d'accord, puisque là, quand je lis un petit peu les messages, tout le monde dit que la saison 3 de Spy Family, elle est vraiment, vraiment trop bien. J'avoue, j'ai pas encore regardé, mais c'est vrai que ça a fait tellement peu de bruit. Et finalement, ça a un peu passé à la trappe. Il y en a beaucoup qui disent que Spy Family, ça n'avance pas. C'est une remarque qui est dans le chat ici et qu'on comprend pas trop cette tech. Et je suis assez d'accord parce que, en fait, l'important, c'est juste de passer du temps avec les forgeurs, quoi. Je pense que le scénario et l'avancée, enfin, pas qu'on a fait une croix dessus, mais dans l'idée... Je suis pas exactement d'accord. Bah, c'est vrai, j'ai longtemps été ce mec avec exactement cette tech. Je trouve... Pas dans la saison 3, parce que c'est des petits arcs, on est justement dans le ventre creux de Spy X Family, mais dans le manga, ça commence. De quoi tu te fais chier dans le manga? Non, justement, dans le manga, ça recommence à avancer. On commence à avoir des trucs. Mais il me semble qu'on est sur la fin, surtout, c'est pour ça. Ouais, c'est aussi pour ça. Je pense qu'on va vers ça. Parce qu'il y a le soufflet qui va retomber. La saison 2 n'avance non, pas la saison 2, c'est Alice à l'espace. Mais c'est OK parce que tu vois les forgeurs et qu'en fait, si t'es attaché au personnage, juste on les voit. Et la saison 3, il y a des divertissement. Ça a des trucs qui mettent en place. Et là, dans le manga, t'es en train de dire... Ok, là, il y a les informations importantes qui auraient peut-être dû arriver plus tôt, mais qui enfin arrivent. Donc, accrochons-nous. Ça va finir par bouger, cette histoire. C'est très bien, la saison 3 est sympa. Et même quand c'est un peu moins dans le dynamisme ou dans le plot, je trouve quand même que ça arrive en tout cas par la suite. Justement, la partie moi, de la saison 2, c'est celle que j'avais le moins aimé lire en fait, et d'ailleurs regarder. Parce que je trouve que non seulement c'est vrai qu'il se passe pas grand chose, mais en plus ce qui se passe, enfin les petits moments avec les forgers, je les trouve pas, ils m'ont pas plus que ça marqué comparé à une saison 3 où du coup ils mettent pareil, c'est pas des grandes avancées dans le scénar, mais juste le fait d'en mettre un tout petit peu, ça fait que du coup les moments avec les forgers sont un peu plus impactants, on est un peu plus dedans. Enfin voilà, moi je trouve que c'est quand même sans qu'il y ait besoin qu'il y ait forcément du lore drop parce que c'est pas ce qu'on attend dans Spy X Family. C'était quand même un petit peu plus... il y avait un peu plus de consistance, je dirais. Après même, quand on compare, non, mais le dernier élément qu'on avait eu, du coup, c'était Spy X Family Code White, du coup, le film qui est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans au Japon, je sais plus, qu'on a eu, du coup, qu'on a pu nommer l'année dernière. Il y avait, moi j'avais bien aimé parce que je trouvais ça quand même sympa. Et puis pour les gens qui avaient pu critiquer la saison 2, il y avait vraiment de la matière, même si c'est 100% original, je crois, du coup, le film. Et du coup, on avait un peu plus que les gens voulaient, un peu de bagarre, un peu plus d'éléments un peu percutants. Et là, la transition avec la saison 3, au début, comme Yanni, j'étais un peu sceptique sur les premiers épisodes parce que je trouvais que ça perdait un peu pas en saveur, mais en qualité visuelle, je trouvais, ça restait quand même qualitatif, je dis pas le contraire, je me perdais un petit peu dedans, et après, à partir du moment où il y a le début du coup du flashback de Lloyd, j'ai vraiment kiffé, moi. Non, mais moi j'ai bien aimé la saison 3. En fait, j'ai dit négatif, je peux peut-être en essayer là-dessus, mais j'ai dit négatif parce que je pensais que t'allais me lancer sur Wamusume, en fait. Je pensais pas que t'allais lancer sur Spy Family. Mais je peux m'engager sur Wamusume. Non, parce qu'en fait, j'ai parlé que c'était les suites et qu'on n'est pas dans les suites. Oui, voilà, justement, je pensais... C'est pour ça que je pensais que t'allais me lancer là-dessus. C'est randomizer, juste il est peut-être 22h50, un vendredi soir, bref. Non, c'est parce que, en fait, la take, c'est que on nous a reproché à
juste titre, que Uma Musume, c'est très bien, il faut regarder Uma Musume, c'est cool, les filles cheval, tout ça, c'est cool. Mais en fait, Cinderella Grey, c'est pas vraiment une suite. Et là, je délègue à Yanis le reste. En gros, alors, ce qui s'est passé, pardon déjà, pardon, nous nous sommes trompés. T'es japonaise, pardon. Non, mais vraiment, parfois on le reconnaît. Ouais. Ben voilà, il y a eu à un moment donné des discussions sur Uma Musume, bah, c'était Non, mais pas vraiment une pour suite, expliquer, alors, personnellement, j'étais en train de rattraper Uma Musume et j'avais compris, je pensais avoir compris que Uma Musume Cinderella Grey, ça s'inscrivait dans la suite des Uma Musume précédents, ce qui n'est pas le cas. Uma Musume, c'est un spin-off qu'on peut regarder en commençant par Cinderella Grey, donc c'est super cool. Et j'avoue que j'avais pas compris ça, et donc dans le qu'on a proposé au jury, on l'a proposé dans meilleure suite. Et je pense que le fait est qu'en vrai, comme ça reste une itération d'une licence qui existe déjà, je pense que les jurys qui l'ont vu se sont dit ah vas-y bah go le mettre dans suite. Mais c'est vrai qu'avec nos critères de en fait si tu peux commencer par ça comme en vrai vigilante dans MHA, bah ça on l'a mis dans meilleure nouveauté parce que c'est une nouvelle itération de la série que tu peux commencer sans regarder MHA. Et bah avec ces critères-là, ça aurait dû être dans meilleure nouveauté. Donc voilà, c'est une erreur, on s'est J'ai trompé. pas regardé Uma Musume, je suis pas dans ce train-là. C'est super cool, hein. Franchement, je comprends. franchement, c'est Mais très cool. voilà, c'est... En fait, ce qui est trop bien dans Uma Musume, c'est que les filles du jument sont des chevaux qui ont vraiment existé. Et donc, Bien sûr. les courses... Non mais, arrête de rigoler, c'est un vrai truc. Il y en a un qui est Pour le décédé récemment, non Oui. Mais- Rip à ce cheval, bien Ouais. sûr, qui était dans Uma Musume et qui est décédé cette année, bien sûr, on y Oui, pense. c'est tout ce que je vois de Uma Musume, c'est les mêmes. Et ça a l'air génial, mais Et donc- j'ai pas envie de plonger. Moi, je trouve les mêmes me suffisent, quoi. Ouais, c'est je tout vois. ça, quoi. Non mais du coup, il y a aussi ce côté un peu animé de sport ou dépassement de soi et tout machin. Enfin, franchement, c'est super cool à suivre. Et Cinderella Grey, en plus, c'est bien produit, donc franchement, trop bien. Donc il fallait qu'il ait sa place, on n'avait plus assez de slots dans C'est une autre explication. Non mais voilà, on s'est trompé, ça arrive. Et en vrai, Oui. quand on prend du recul, on s'est déjà trompé plusieurs fois dans les années précédentes. On continuera à le faire, mais on essaie de le faire de moins en moins. Les années prochaines, on fera plus attention à ce genre de séries très particulières. Mais ouais, après, il y a aussi des trucs où on a été critiqué à moins juste titre, comme The Summer Ika Who Died, que les gens considéraient que c'était pas une romance parce que l'autrice, auteur avec un E, avait dit que c'était... Enfin, considérait qu'elle aimait pas trop que les gens disent que c'est une romance. Mais en fait, j'en ai un peu parlé dans le podcast romance. On m'a dit ah ouais, t'es allé un peu trop vite, on n'a pas compris ce que tu voulais dire. Donc je vais peut-être redire ce que je voulais dire, mais en gros, il y a un philosophe écrivain français qui s'appelle Roland Barthes qui a théorisé le fait que la naissance du lecteur averti qui comprend et interprète une œuvre, c'est aussi la mort de l'auteur. En fait, quand le lecteur il interprète une œuvre, en fait, on s'en fout de ce que l'auteur pensait à la base. Arrête de rigoler, c'est un vrai truc. C'est un vrai truc hyper intéressant de Roland Barthes. Et qui, en vrai, c'est un peu ce qu'on fait en cours de français. Genre, on s'en fout de ce que l'auteur voulait dire à la base, on fait notre interprétation. Et en vrai, c'est une take qui se tient. Et donc, c'est un peu Non, mais en vrai, tu vois. Non, mais attends. Pause. C'est juste- Moi, je me marre parce qu'il y a 2 secondes, on parlait de meufs juments qui courent. Et on passe sur Roland Barthes. Non, mais... en vrai, moi, je trouve ça intéressant parce que tu vois. C'est intéressant. Justement, les animés awards, T'as c'est totalement en mode. raison. Non, mais les animés awards, c'est en mode full divertissement. On élit nos animes préférés, on parle des trucs marquants d'année et tout. Mais en vrai, c'est aussi l'occasion de parler des gens qui bossent sur les animés, de concepts un peu plus intéressants. Parce qu'en vrai, l'animation japonaise, c'est un vrai média qui est hyper profond. Et donc voilà, on redonne un peu les lettres de noblesse aussi. Et voilà. Donc j'espère que je me suis un peu mieux fait comprendre là-dessus. C'est vrai, t'as raison. Mais, C'est super intéressant. C'est super réel. Moi, je suis vraiment resté bloqué sur le fait que Uma Musume Cinderella Grey, j'étais en train de rattraper, on a foutu ça en meilleure suite si on n'était pas. Mais vous inquiétez pas, c'est très bien. Regardez Cinderella Grey. C'est pas Non, grave. mais pour le les coup, fans, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. C'est Vraiment, très bien. On essaie de vous saucer pour noyer le truc. Non, j'adore. Et voilà. Summer Ika Who Died, c'est super bien aussi. c'est mais très quel bien. kick. On en parle, bien sûr. Ah, ouais. c'est vraiment, moi, en tout cas, c'est mon vote là sur la meilleure nouveauté de cette année. Bon, aussi parce que je trouve que franchement, on n'a pas été super servi en nouveauté cette année. Bon, quand même, il y a des beaux contenders, il y a des belles choses, hein, mais comparé à d'autres années où il y avait un mastodonte qui mangeait un peu tout, où il y avait vraiment des grosses choses, quoi. Là, c'était plus calme, mais en même temps, j'ai trouvé ça bien. Parce que du coup, ça permet à donner. Là, on ne sait pas en fait ce qui va gagner. Franchement, je trouve qu'il n'y a pas forcément de gagnants annoncés. Gachi Akuta, Summer Ika Who Died, Takopi, tout ça, c'est des choses qui ont fait du bruit. Je dois en oublier. Ouais. D'autres qui. To be heroics. To be heroics, c'est vrai. On en a pas parlé encore. J'avais oublié. Et voilà. Et là, en fait, on peut pas se dire tous les ans. Par exemple, quand il y a un Oshinoko, un Chainsaw Man, on est en mode bon. Voilà, on va quand même parler des autres, mais il y a quand même un peu des grosses têtes d'affiche. Là, c'est bien.
ça c'est un peu plus divers, même si du coup c'est vrai que cette année quand même, je trouvais qu'il y avait moins de matière. Mais dans cette année où j'ai regardé très peu de choses parce que bon, ça m'ennuyait très vite. Summer Hikaru Date, ça s'est vachement démarqué. J'ai vraiment trouvé que c'était la pépite de l'année. On retrouve l'ambiance Higurashi, mais un peu à la sauce d'aujourd'hui, donc très bizarre, très campagne et tout. Et parsemé justement de romances, c'est vraiment super sympa. C'est plein de thèmes qu'on n'a pas l'habitude de voir, un peu remis au goût du jour et tout. Franchement, ceux qui n'ont pas vu, vraiment, c'est une prod sublime de A à Z, de l'opening à l'ending. Vraiment, d'ailleurs, je me suis beaucoup battue pour qu'il soit dans la sélection. Il n'y était pas, mais on a tous fait des sacrifices. Et vraiment, de A à Z, la prod est incroyable. De beauté des doublages, beauté visuelle, le scénario, tout. L'OST, Je tout. trouve que c'est un des rares, et c'est surtout dire ça en comparaison de Uzumaki, l'adaptation animée qui nous a tous déçus. En soi, c'est très rare des bons animés d'horreur. Des mangas d'horreur, il y en a plein, ça marche super bien en tant que médium, le manga pour l'horreur. L'animation, ça a toujours été plus compliqué pour plein de raisons. Mais là, Hikaru, c'est vraiment le sweet spot de l'animé qui vraiment, il arrive à être badant. Tu le regardes, t'as des sueurs froides. C'est pas dans les jumpscares, mais c'est vraiment une ambiance qui te met mal à l'aise. Mais tout en arrivant à être suffisamment, entre guillemets, ouvert grand public, pas trop cryptique, pas trop gore, pour avoir, en fait, une manière de raisonner avec le public qui n'est pas nécessairement fan d'horreur. Et donc, je trouve que justement, c'est un de ces animés un petit peu presque comme Médaliste, qui a failli passer en dessous de radar de pas mal de gens, mais grâce à une vraie qualité technique et surtout la parole populaire, le bouche à oreille, on a vraiment réussi à le propager et le partager autour de nous, alors que je considère que c'était pas gagné au début. Il y a vraiment un monde où, en fonction de l'adaptation, sur quelques trucs, ça serait resté un animé extrêmement de niche, et là, on a eu ce très bel alignement des astres où moi, tout le monde qui voit Hikaru se dit oui, c'est super bien. Et c'est vrai, il mérite ça, quoi. C'est la dure réalité, je trouve, des animés à l'heure actuelle. C'est que souvent, en fait, le critère pour qu'un truc fonctionne, plus que son scénario ou ses personnages, ça va être s'il est beau. Enfin, quand je dis fonctionne, je parle de vraiment tout le monde va en parler et tout. C'est vraiment ce qui est beau. Moi, je trouve que l'exemple, accorder take, l'exemple de ça, par exemple, Dan 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 qui a fait un bruit monstre, alors qu'au final, on enlève les qualités graphiques. Bon, il n'y a pas grand-chose à. Voilà, c'est pas l'œuvre de l'année. C'est pas horrible, mais voilà. Actuellement sur sa chaîne. Ouais, je pense qu'il faut qu'on fasse une partie 2 à ce podcast. Mais, On a encore trop de trucs à dire. mais voilà, mais du coup, c'est au moins Summer Hikaru Date a eu cette chance. C'est clair qu'on enlève la sublime animation. On peut être sûr qu'on est trois à l'avoir vu, quoi. C'est trop bien, Dan 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 saison 2. Elle est géniale. Tu veux en parler, Théro? C'est juste bien, c'est l'arc est super bien, j'adore, c'est un de mes arcs préférés de Dan Dan Dan, j'aime beaucoup. Et pour le coup, Gigi. Dan Dan Dan, c'est aussi de mieux en mieux. Enfin, moi, je trouve C'est trop bien, les c'est actions sont trop bien, c'est excellent. Mais c'est vrai que. On continue ou tu nous dis, maître du temps? Je suis maître du temps. Je n'ai pas envie d'arrêter ce podcast parce que j'aime bien parler d'animé et qu'on est en train de parler de tous les meilleurs trucs de 2025. Ce que je vous propose pour un petit peu clôturer, parce que là il est 23h et je pense qu'on a déjà beaucoup parlé sur ces catégories, c'était inévitable qu'on on peut pas parler de tout. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour de table avec notre top 3 respectifs de l'année. Oh waouh. Voilà, donc s'il y a quelqu'un qui veut se lancer pendant que les autres réfléchissent, Si vous voulez. fonce. Bonjour, alors top 3, Hikaru. Carrément de fou, je pense que c'est assez solide. Top 2, j'aurais presque mis Dan 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 aussi, parce que pour moi c'est trop un kiff. C'est parce que j'aime beaucoup l'efficacité de Dan Dan Dan, j'aime beaucoup les histoires bien ficelées, et je trouve que vraiment c'est dans le côté un peu Panty and Stocking aussi qui pourrait être à sa place aussi, mais on s'amuse avec le médium de l'animation. C'est vrai que c'est une œuvre très visuelle, mais là où Panty and Stocking, bon, c'est un peu abstrait en termes d'histoire, Dan Dan Dan, ça arrive à avoir des vrais moments touchants qui sont pas juste posés comme ça, mais qui viennent vraiment des personnages qui sont des concepts forts. C'est vrai
que c'est pas l'œuvre la plus profonde du monde, mais je la trouve très, très efficace dans ce qu'elle fait, et c'est vraiment un spectacle que j'aime beaucoup suivre, et je ne peux que vous conseiller de lire le manga Dandadan, bref, c'est génial. Et on n'en a pas du tout parlé cette soirée-là, mais en top 1 pour moi c'est Gundam, c'est Geekyux. Oh, C'est Geekyux, comme ça, qui est vraiment pour moi mon animé de l'année, vraiment une vraie pépite. Pour le contexte, si vous voulez, c'est Gundam, ça a toujours été un petit peu la parallèle avec Evangelion, si on connaît. Et surtout, là, ce qui est intéressant, c'est que c'est le studio Kara de Hideaki Anno, qui est le créateur d'Evangelion, qui a bossé dessus. Hideaki Anno a fait le script et le storyboard qui sont dans mes notes là-dessus, et donc c'est super intéressant d'un point de vue déjà de connaisseur, donc de voir cette version de Gundam par le mec qui a fait Evangelion, et en effet on retrouve plein d'influences de Eva dans Geekyux, c'est génial, et surtout aussi donc ça se regarde très très bien même si vous n'avez rien vu d'autre à Gundam. C'est un animé de combat, vraiment en duo avec des robots, avec un contexte politique qui s'inscrit très progressivement très bien là-dedans. Et c'est ça, j'adore la direction que Gundam prend ces dernières années. On avait déjà vu ça avec Witch from Mercury, qui est un animé qui redéfinit, qui repense ce que peut être Gundam, et regardable par les nouvelles générations, et qui te donne envie de plonger dans le reste, parce qu'on a des petits personnages qui disent « Ah oui, celui-là, en fait, il apparaît là-dedans, genre c'est un très bon personnage qui est entier, complet dans cette série-là, mais si je veux en voir plus, je peux m'intéresser au reste de l'univers. Donc à la fois, c'est un bon animé standalone, et c'est une bonne porte d'entrée dans l'univers Gundam, et c'est de Evangelion. Et ça, j'adore ça. Je voyais Mimi derrière dans la régie qui voulait son top 3 aussi. En vrai, on peut faire venir, je sais pas s'il y a encore Victor et Alice qui sont là, mais en vrai, on peut les faire venir pour donner leur top 3 aussi. Hein. Bah écoute, voilà. Notre top 3. N'hésitez pas à rentrer. Mimi, tu peux venir hein, si tu veux. Bien sûr, Ouais, sur le plateau. en fait, depuis tout à l'heure, là, c'est vraiment mon divertissement de cette soirée. C'est que je vois depuis tout à l'heure Mimi qui réagit vraiment à chaque truc que l'on dit. Viens. On donne chacun son top 3. En attendant que Mimi arrive, moi je pense que j'aurais dit peut-être My Hero, To Be Heroics aussi, qui est Dongwa. Mais ça compte. Et sinon, si on en veut 3 que animés, on va dire My Hero, Kingdom et ta copie, je pense, ce mes 3. Ouais, ta copie, c'était bien, c'est vrai aussi. Ouais. Très très basé. Thierry Alors, top 3, du coup, Hikaru. Le 2, c'est les carnets. Et le 3, on n'en a pas du tout parlé. Et bon, c'est un peu le cas de Kingdom, où en fait, tu arrives à la saison 7, 8. Du coup, vu les gens n'ont pas vu jusque-là, la saison qu'on a eue de Black Butler est une des meilleures qu'on a eues depuis Book of Circus. Elle était exceptionnelle, vraiment, la sorcière verte. C'était bien en plus, elle était bien produite, franchement, bien plus que les précédentes. Du coup, merci d'avoir respecté le bon arc, vraiment, c'était exceptionnel. Ça m'a mis à Black Butler. D'ailleurs, c'est le côté de genre, j'ai vu de très très loin, et vous pouvez commencer Black Butler par cette saison-là, et vous verrez tout le reste après. Si, ça va en vrai. En tout cas, c'était mon gars. En tout cas, j'avais vu. Tu comprends. Tu regardes le résumé sur Wikipédia, tu comprends qui sont les personnages, et après, ça se regarde. Franchement, tu vas comprendre, mais du coup, tu te spoil après parce que c'est encore. En fait, ça hit plus quand t'as toute l'histoire. Ça se tient. En tout cas, bonne porte d'entrée. Moi, je vais prendre plus ou moins les mêmes avis qu'avant. Oula, Voilà, merci. Mais en gros, en top 1, je sais pas forcément, mais en tout cas, les 3 sans forcément d'ordre particulier. J'aurais bien choisi aussi Geekyux, bref, comme vous voulez le prononcer. Geekyux aussi, ou Geekyux, ça dépend. Geekyux, du coup, la saison 2 de Panty & Stocking, et bien évidemment, ta copie, que j'ai adoré. Après, peut-être mention honorable à Bridon Arc de Link League aussi, que j'avais bien aimé. Et voilà. Je vais laisser quand même la parole à Mimi. Vas-y, Mimi. Ouf. Recoucou. Moi, je reviens faire ma propagande pour Medalist et MHA et Panty & Stocking. Et voilà. Je mettrais peut-être en top 3 ex aequo Panty & Stocking et To Be Heroics, qui ont été une claque. Enfin, Panty & Stocking, la claque du retour, et To Be Heroics, la claque nouveauté. Et toi, Kauzen, quel est ton top 3 de l'année? Moi, je vais prendre que des nouveautés parce que je me rappelle plus de toutes les suites que j'ai vues cette année. Mais en termes de nouveautés, il y a Medalist. Je rejoins Mimi sur la propagande. Medalist, là, j'ai rattrapé récemment. Franchement, quelle petite pépite. J'ai beaucoup aimé. Je crois que mon top 2, en vrai, c'est
pas Rory Rocks. C'est le top 1. Parce que c'est mon top 1, effectivement. Mais mon top 2, c'est Gachakuta. On n'en a pas beaucoup parlé, on n'en a pas parlé du tout ici, à part dans la partie VF. Mais Gachakuta qui s'est étendu sur 24 épisodes en plus, donc franchement, c'était plus ou moins 24 épisodes, c'était sur 2 cours. J'ai trouvé ça vraiment très cool, ça m'a vraiment plongé dans mon affectation pour Urana, Kei Urana, qui est la mangaka. J'ai lu les 2 one-shots juste après. J'ai été lire le manga. L'adaptation est vraiment très cool. On a des grosses séquences d'animation sur la deuxième partie qui sont vraiment sympas. L'univers est cool. Donc ouais, moi, Gachakuta, franchement, je pense que c'est l'œuvre qui m'a le plus fait vibrer cette année. Ouais. Voilà. Et top 1 Rory Rocks, du coup, c'est ça. Top 1 Rory Rocks, les cailloux, quoi. Sorti caillou, vraiment, bien sûr, de SVT, vraiment. Les cailloux. J'ai vraiment kiffé. Je ne m'y attendais vraiment pas. Autant Gachakuta, j'en entendais un peu parler. Rory Rocks, c'était vraiment la surprise. Et j'avoue que Médaliste, c'était aussi petite surprise. Mais comme il y a Mimi qui en parlait depuis des semaines et des semaines, des mois. Ça fait 1 an que j'en parle. Je me suis dit, OK, si le truc est pas bien, je vais lui tomber dessus. Donc, forcément. Bref, les amis, on va clôturer ce dernier talk show de ces Anime Awards, 5e édition 2025. Si vous voulez visionner les précédentes catégories, c'est sur la chaîne YouTube de Kanimi. Toutes les parties y sont à l'heure à laquelle celle-ci sort. Donc je vous invite vraiment à y aller. Si vous n'avez pas encore voté, il vous reste quelques minutes à l'heure. 1 heure, je crois, on a mis minuit pour le délai. Voilà, donc vous avez encore 1 heure si vous nous écoutez actuellement sur Twitch pour taper votre meilleur vote. Et sinon, on se donne rendez-vous le 28 en vote pour la cérémonie des Anime Awards, soit à Japan Expo Marseille pour ceux qui auront la chance d'y être. Et sinon, ce sera diffusé sur la chaîne Twitch sur laquelle vous êtes actuellement. Donc voilà, activez les notifs et mettez ça dans vos agendas. Merci à toutes et à tous de m'avoir accompagné cette fois pour ce talk show. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les potes. Ciao, ciao. Bye. Bye. Au revoir.